question de non-spécialiste. Vous avez commencé votre présentation en soulignant un enjeu très important sur un type d'algorithme qui nous préoccupe beaucoup en matière de sélection. Ce sont les algorithmes qui appuient la prise de décision, notamment dans l'allocation de ressources, dans l'allocation de droits ou à travers l'exemple de la police prédictive. Les exemples que vous avez donnés ensuite pour rectifier un petit peu les données qui sont fournies aux algorithmes couvraient plutôt des algorithmes dont les implications sont moins cruciaux, je parle du point de vue des sciences sociales ici. Est-ce qu'il y a des exemples de méthodologies qui sont mis en place pour corriger ce que vous appelez les biais sociaux dans le fonctionnement de ces algorithmes? Et je pense que là, on est sur une problématique un peu différente. Les ressources ne sont pas forcément les mêmes. Les bases de données qu'on va utiliser aussi pour essayer de rectifier ou de corriger ces biais. Enfin, je ne sais pas comment poser de manière pertinente la question. J'aimerais savoir si vous avez donc des exemples sur d'autres types d'algorithmes que ceux que vous avez présentés aujourd'hui. Par exemple, quel algorithme vous avez en tête? Alors, quand vous dites que quand on voit fonctionner les algorithmes de police prédictive, on a une sous-estimation des facteurs sociaux, c'est-à-dire qu'on prend en compte l'origine ethnique ou géographique. Donc, comment on pourrait réfléchir à introduire justement cette connaissance des facteurs sociaux dans ce type d'algorithme? Je ne sais pas si c'est même... Oui, non, je vois ce que vous dites. En fait, je crois qu'il y a deux voies principales là-dedans. Une première est purement informatique et consiste vraiment à aller regarder comment fonctionne l'algorithme et est-ce qu'il y a déjà des biais dans les données disponibles. Donc, est-ce qu'elles vont dans un sens ou dans un autre qui pourrait biaiser la suite et donc comment on pourrait corriger cela. Donc, il y a des techniques, par exemple, qui consiste à explicitement limiter l'influence de certains facteurs, genre le genre, on ne veut pas le regarder, par exemple. Et donc, comment on peut faire pour faire en sorte que cette variable reste en dehors de toute élaboration, de toute analyse. Donc, aucune n'est parfaite, mais il y a un travail de développement des techniques qui essaie au moins isoler les facteurs potentiellement problématiques. Et puis, pour moi, la seule autre voie, c'est vraiment la collaboration interdisciplinaire, la discussion autour de ce qui entre dedans et ce qui ressort, en fait. Donc, et une veille et un suivi. Donc, est-ce que les décisions prises à un certain moment avec un certain algorithme de base, est-ce qu'elles nous ont amenés où? Est-ce qu'on s'est trompé? Comment? Enfin, il y a quelque chose à faire au niveau d'équipes mixtes, à mon avis, qui est très important. Toujours un peu par rapport à cette question, il me semble quand même qu'il faut distinguer deux types d'utilisation de ces algorithmes. Parce que par exemple, si on prend la question de relation entre la criminalité et les facteurs sociaux, on peut les utiliser pour mettre en évidence l'influence des facteurs sociaux, les revenus, la pauvreté, etc. sur la criminalité. Ça peut avoir un intérêt pour démonter, mais on peut aussi les utiliser de manière, c'est ce qui se passe la plupart du temps, de manière prédictive, et non pas chercher à les utiliser pour corriger les facteurs sociaux sur lesquels on peut influer. Mais par contre, par exemple en Angleterre, quand on dit, quand il y a eu toute une politique par rapport aux enfants, de retirer les enfants à leurs parents, parce que les parents, souvent c'est des foyers monoparentaux, étaient pauvres, etc. Et donc pour la probabilité de maltraitance était plus élevée. Donc on a donc on peut réagir par rapport à un algorithme et au même résultat. La manière dont la société utilise ce résultat peut être très différente selon qu'on est dans une perspective de compréhension et de connaissance ou dans une perspective de normalisation sociale. Oui, vous avez tout à fait raison et c'est justement une raison pour c'est un peu pour ça que j'ai dit aussi ce qui pose problème, c'est pas tant l'algorithme en soi, parce que justement il peut nous être utile à comprendre des choses, mais c'est plus que des fois c'est appliqué un peu trop vite quelque part sans nécessairement avoir les éléments de compréhension derrière et qui nous aiderait à faire des meilleurs choix. Et c'est plus ça qui pose problème que l'algorithme lui-même. Et d'ailleurs, même dans le premier exemple que j'ai montré, qui était celui de l'hôpital de l'école de médecine, finalement, c'est l'algorithme qui a fait apparaître un biais qui existait déjà et qui, par contre, était très difficile à démontrer auparavant. Là, il est devenu évident. Donc, ça a eu une fonction en réalité positive parce que ça a fait apparaître un problème qui restait
impossible à saisir autrement. Donc, donc je ne suis absolument pas contre l'usage des algorithmes, mais plus, comme vous le dites, d'en faire un usage réfléchi. Voilà. Je pense que sur l'histoire de l'hôpital en Angleterre, la question de biais ne se posait pas dans les années 70-80. Donc c'est plutôt une erreur de perspective historique, à mon avis, de le plaquer. Je pense plutôt qu'après, on a pu le mettre en évidence, mais à partir des mêmes résultats. Et donc je pense qu'on aurait pu le faire à l'époque, mais on ne voulait pas le faire. Donc moi, je ne serais pas... Et en tout cas, quand vous dites, ce n'est pas tant au niveau de la recherche, mais au niveau de l'implémentation qu'on doit se poser des questions, moi, je pense que vous pensez que les outils, la recherche, la connaissance seraient neutres. Je pense que l'intelligence artificielle est le pur produit d'une société industrielle qui voudrait que tout soit une mécanique. Donc c'est sans espoir. Non, la connaissance n'est pas neutre, justement, mais c'est aussi que, moi je pense qu'un gros problème aujourd'hui est que ces entreprises sont sous une pression énorme pour appliquer ces outils, et ça les amène à vendre pour l'intelligence artificielle ce qui ne l'est pas, et voilà. Deux choses. D'abord, je crois qu'on peut parfaitement prévoir sans comprendre. C'est pas mal ce que fait l'intelligence artificielle. Mais entre prévoir sans comprendre et agir sans comprendre, il y a un pas qu'il faut éviter de faire. Bon, par exemple, pour les assurances, ce qui les intéresse, c'est de prévoir, parce que fiche éperdument des choses. Donc si on ne veut pas agir sur les choses, on peut se contenter d'une intelligence artificielle banale. Deuxièmement, c'est une autre question de détail. Sur ce micro-travail, c'est très intéressant ce que vous avez expliqué. Je me demande dans quelle mesure l'apprentissage supervisé a de moins en moins de vent en poupe aujourd'hui. Alors typiquement, ça caractérise les gens qui travaillent, le fait d'étiqueter les données, c'est l'apprentissage supervisé. Je crois que ça n'a pas un gros avenir. Donc peut-être qu'il y aura des changements à attendre des micro-travails que vous avez très bien énoncés. C'est à voir, c'est-à-dire que oui, bien sûr, il y a beaucoup d'espoir qui reposent sur le non supervisé, qui ne sont pas encore là, mais ça pourrait venir. Il y a tout de même deux choses. Une première chose, c'est tout le travail de contrôle en aval. Donc, la fille qui vérifiait la qualité des transcriptions. Et ça, c'est quelque chose qui va être de plus en plus nécessaire, en fait, d'autant plus que ces outils type assistants vocaux se développent, sont vendus dans différents pays qui ont différentes langues, enfin bref. Donc, ça va être, en réalité, cet aspect-là, il est prévu que ça grandisse. Et même du côté du supervisé, il est vrai que ce qui se fait aujourd'hui est plus sophistiqué qu'au moment où ImageNet a été créé, où il s'agissait d'étiqueter les chiens et les chats. Aujourd'hui, les développements de pointe de ce truc-là, c'est par exemple la voiture autonome. Et pour étiqueter correctement une image pour la voiture autonome, enfin, là, il faut vraiment de la précision, de la vraie, parce que c'est des questions de vie et de mort. Et donc, ils ont développé des outils d'étiquetage qui sont beaucoup plus sophistiqués et qui sont en train même de changer un petit peu le modèle d'affaires de ces plateformes pour aller chercher des travailleurs un peu moins pour 10 minutes, mais peut-être pour 20 minutes, enfin pour des engagements un peu plus longs et avec un peu plus de qualification pour satisfaire à des besoins croissants en termes de qualité de la part des entreprises. Donc, tout cela est en train de se transformer, mais pas de disparaître, par contre. Typiquement, tu as parlé des biais qu'on observait dans les données éventuellement, et du coup, est-ce qu'on peut caractériser, est-ce qu'il existe des caractéristiques qui peuvent qualifier les données par rapport à un problème pour la qualité des données? Il y a des choses comme ça dans... Souvent, la qualité des données, elle se fait a priori. Enfin, a posteriori du coup de l'étude, c'est non, justement, dans le cas où on a des étudiants qui souhaitent postuler à une université, donc c'est aussi un vrai cas. On applique l'algo, on le fait tourner, on observe qu'il y a des biais. C'est souvent dans ce sens-là que ça se passe. Et justement, ce que la communauté en causalité fait récemment, c'est essayer justement
on a un graphe a priori, si on sait que on va dire, le genre ou l'origine ethnique ne cause pas les notes ou le fait que l'étudiant se comporte bien à l'université. Donc en ayant toutes ces connaissances, on a de la correction de biais qui agit automatiquement, c'est-à-dire que l'algorithme de sélection va faire en sorte de pas justement sélectionner ces variables, ou pas trop, justement dans une certaine mesure. Donc ça se fait souvent en amont, justement, on a ces variables un peu sensibles, où on fait justement très attention de ne pas les sursélectionner pour la sélection des candidats. Quand tu dis on fait attention, c'est un algorithme ou c'est les personnes qui... le concepteur de l'algorithme. C'est le concepteur de l'algorithme. D'où l'humain dans la boucle aussi. Oui. Quelle est la proportion dans ces plateformes de micro-travail de personnes qui gagnent au moins le revenu minimum légal du pays? Est-ce que par exemple en France, le tarif horaire est atteint au niveau du SMIC, où les personnes gagnent moins que ça? Et est-ce que c'est compatible ce genre de travail avec la législation actuelle? Oui, alors par exemple, une plateforme comme Full Factory, elle conseille aux clients d'appliquer le SMIC comme taux horaire. Après, si la tâche est plus courte, bon, ça va faire par fraction. Le problème est plus qu'ils passent, en fait, les micro-travailleurs passent beaucoup de temps à chercher des tâches. Et évidemment, ça, c'est un temps qui n'est pas rémunéré. Et il y a aussi beaucoup d'incertitudes sur est-ce que j'ai fait mon boulot suffisamment bien, est-ce qu'il se sera validé après, parce qu'en fait, c'est le recruteur qui valide ou pas des tâches et donc qui déclenche ou pas le paiement. Et ça peut arriver de ne pas finalement avoir fait le boulot, mais s'être trompé et pas recevoir le paiement. Ce qui peut arriver parfois par tricherie, mais dans la plupart des cas, c'est une incompréhension. Et donc finalement, enfin, tout cela est pour dire que sur le papier, il y a quand même une tendance qui commence un peu à s'imposer, à se diffuser, à essayer de respecter le minimum, donc salaire minimum, quel qu'il soit pour le pays concerné. En pratique, il y a quand même beaucoup de perte de temps, ce qui fait que les travailleurs n'arrivent pas forcément à gagner à ce niveau-là. Sauf dans certains pays, on n'a pas vu ça en France, mais dans d'autres pays, on a vu de la sous-traitance, c'est-à-dire des micro-travailleurs qui avaient des très bonnes notes, qui arrivaient à attraper beaucoup de tâches et à les sous-traiter à leur propre famille, etc. Donc, dans ce cas, ils peuvent même gagner beaucoup d'argent parce qu'ils accumulent beaucoup de tâches, mais on n'a pas trop vu ça en France, par contre. Légal, comme vous vous en doutez, on est dans une zone grise. Donc, oui, dans une certaine mesure, et les plateformes font très attention à éviter de... Évidemment, elles appellent ça pas leur genre des travailleurs. Full Factory, elles les appellent des fouleurs. Mechanical Turk, c'est des Turkers, etc. Donc, chacun a sa terminologie pour éviter de tomber dans le piège de se retrouver comme Uber dans des cas de réclassification. Donc voilà. Pour établir les graphes de causalité, ça renvoie à des catégories et donc à la création de catégories, noir, femme, petit calcul, gros calcul. Et est-ce qu'il y a une réflexion sur la définition des catégories au niveau même algorithmique avant de faire des graphes de causalité? Parce que, voilà, qu'est-ce que c'est qu'être noir? Qu'est-ce que c'est qu'être une femme? Ouais, enfin, je vais transposer un tout petit peu le problème. C'est, on va se mettre dans le cas où justement on a des entreprises et pas mal d'entreprises où justement il y a des performances d'entreprise, des qualités de vie au travail différentes. Et on a une variable qu'on n'a pas qui s'appelle le secteur. Le secteur, a priori, c'est une variable qui va beaucoup impacter le fonctionnement d'une entreprise, mais qu'on n'a pas a priori. Donc justement, c'est là où intervient une espèce de création de catégorie qui va justement dominer toutes ces variables-là. C'est le confondeur, on va dire, qui va déterminer notre graphe causal.
Mais justement, on ne l'a pas, c'est là où on va faire des opérations justement de clustering, on va faire un clustering sur nos données et essayer d'identifier justement ces différents secteurs pour essayer justement d'éjecter ce confondeur qui risque de biaiser toute notre étude et tout notre graphe résultant. Donc justement, faire un clustering et sélectionner justement un cluster et faire une étude dans le cluster s'avère beaucoup plus judicieux dans ce cas-là. J'ai deux questions pour les deux présentations. La première concerne les travaux sur les données et la causalité. Est-ce que vous avez rapproché ça de ce que font les physiciens concernant tout ce qu'on appelle les observables, etc., dans les domaines notamment de la physique quantique? Est-ce que vous avez regardé les problématiques autour des particules intriquées, ce qu'on appelle les inégalités de Bell, et la problématique qu'il y a eu à un moment pour vérifier si elles étaient valides ou pas, où on pensait qu'il y avait une variable cachée qui fait penser un petit peu à vos variables confondantes. Donc ça, c'est la première question. Oui. J'ai une question sur l'explicabilité. Je vais commencer juste par répondre à la première question. Bon, je ne connais pas grand-chose en physique, mais j'ai eu connaissance justement des différents domaines où il y a en fait, c'est à peu près les mêmes techniques qui sont utilisées avec des termes différents. Donc covariates ou facteurs confondants, c'est à peu près la même chose. Ou des variables justement cachées qui pourraient essayer d'expliquer nos corrélations. Et en fait, c'est vraiment la peur justement de l'existence de ces variables. Et à chaque fois, on cherche à les traquer et à essayer de les déterminer. Donc en faisant des études randomisées, justement, on essaye de séparer justement en physique de ces variables confondantes en essayant de changer tout le setting expérimental et essayer de faire varier ces variables confondantes qui pourraient exister. Et votre communauté n'a pas de lien ou de travaux proches de la communauté des physiciens, notamment sur la physique quantique, qui regardent toutes ces questions-là? En causalité statistique et justement en informatique, nos algos sont aussi des fois utilisés en physique, mais il n'y a pas de collaboration, on va dire, étroite entre physique et statistique. Je voulais revenir sur les questions de rapport entre causalité et corrélation, parce que j'ai un peu dans l'idée que la logique corrélative, que sur laquelle fonctionnent beaucoup d'algorithmes, par exemple les algorithmes de Google, ou ces algorithmes qui vous proposent en fait des choses, qui visent à vous proposer des choses et qui basent sur votre comportement habituel, cherchent absolument pas à comprendre les raisons de votre comportement et qui cherchent juste à utiliser une prédiction pour vous vendre quelque chose. Et que c'était assez antinomique d'une recherche de causalité, enfin que c'était ces deux démarches heuristiques très différentes, y compris algorithmiquement, et alors que dans votre exposé, j'ai eu l'impression qu'en fait les deux choses étaient quand même très liées parce que finalement, s'il n'y a pas de corrélation, on ne va pas chercher de causalité. Oui, c'est justement l'une des hypothèses qu'on fait en causalité, c'est qu'il y a d'abord une dépendance. Et ce qui est vrai la plupart des cas, c'est que justement quand il y a une corrélation, c'est que nos deux variables sont liées. C'est-à-dire que si on agit sur l'une, la deuxième va être modifiée par conséquent. C'est pour ça qu'on fait souvent l'a priori que s'il y a causalité, alors il y a dépendance. Mais l'inverse est faux. Alors moi je vais poser la question qu'on pose souvent, je vais partir de la question des femmes. On entend souvent il faut faire venir des femmes en intelligence artificielle parce qu'il y en a très très peu. Donc là, Paula nous a montré qu'en fait il y a beaucoup de femmes qui travaillent. On voit un doigt peut-être. Donc en tout cas, voilà, elles travaillent déjà en background. D'autre part, on aurait pu aussi se poser la question de est-ce qu'elles sont représentées dans les données ou pas. Donc ça c'est aussi notre question. Et la troisième question, c'est est-ce qu'elles sont parmi les concepteurs, conceptrices d'algorithmes. Et récemment, j'ai vu une étude sur les personnes qui travaillent dans la Silicon Valley et justement leur responsabilité, pour aller un peu dans ce qu'a dit avec tout à l'heure, et leurs caractéristiques sociales, etc. Donc les personnes, elles arrivent en fait de plusieurs angles. Au moins trois, on a vu au moins trois aujourd'hui là. Qu'est-ce que tu peux dire sur les femmes ? Donc dans les plateformes qu'on a inventoriées, je vais y arriver, voilà, donc dans les plateformes françaises, où on a essayé de faire un peu un portrait pour chacune,
Et on s'est aperçu qu'effectivement, les fondateurs et les principaux dirigeants, c'est principalement des hommes. Et que les femmes, elles s'occupent là où elles sont présentes. Elles font surtout la com, le marketing, ce genre de rôle-là. Donc, on a des fondateurs, des directeurs techniques, des CTO qui viennent des écoles d'ingénieurs, pour faire vite, et les femmes qui viennent des écoles de commerce dans ce milieu-là. Et puis, parmi les micro-travailleurs, par contre, on est encore en train de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire ce nombre plus important de femmes, qui d'ailleurs n'est pas nécessairement constaté dans tous les pays. On l'a constaté en France, il avait été constaté aux États-Unis en 2010, mais ce n'est plus trop le cas dans une enquête récente sur Mechanical Turk de l'année dernière. Dans des pays comme l'Inde, c'est surtout des hommes qui micro-travaillent. Donc, et en Afrique, ce n'est pas clair pour l'instant. Donc, c'est clair que c'est les deux, mais qu'il y a une sorte de spécialisation qu'on n'a pas encore bien comprise, en fait. La question qu'on pose pour le coup, c'est quand même, il n'y a pas assez de femmes parmi les concepteurs d'algorithmes. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Oui. Mais est-ce que ça changerait foncièrement le monde ou pas? Dans l'étude dont je vous parle sur les personnes qui travaillent dans la Silicon Valley, on disait que c'était quand même assez spécifique à la Silicon Valley d'avoir beaucoup d'hommes. Ce n'était pas le cas dans d'autres pays, surtout c'était beaucoup plus équilibré. D'accord. Est-ce que les outils qui sont développés maintenant donc en causalité, pour le praticien, on commence à avoir des débouchés concrets? Parce que par exemple, est-ce qu'avec des analyses causales, je pourrais me dire, ah, tiens, il faudrait que je crée telle feature parce que l'analyse faite de causalité a détecté soit via des probabilités conditionnelles que ce sous-catégorie est intéressante d'être créée en tant que feature, ou j'ai détecté qu'il y avait un profondeur et que il faut soit je combine des variables existantes, soit il faut absolument que j'en collecte une en plus. Il y a des trucs vraiment pratiques où là je dis ça me permet d'améliorer mes modèles concrètement. Actuellement, c'est pas encore à ce stade. Alors il y a deux sous-questions. La première, c'est est-ce que c'est utilisé par des praticiens? La réponse est oui. C'est utilisé pas mal en économie justement, et il y a plusieurs startups justement en bioinformatique qui justement essayent de faire les relations entre des maladies génétiques et les gènes en eux-mêmes, et justement qui appliquent ces algos-là pour essayer, et font une méthode d'ensemble derrière, pour essayer d'avoir des conclusions sur justement les origines des maladies. Et un deuxième point, c'était bien sûr, c'est dans le cadre des chercheurs ou des praticiens de l'IA, est-ce que la causalité sert? Ça commence à l'être, justement avec des notions de causalité qui commencent à intervenir en vision, donc en modélisation. Genre si je vois une vache sur la plage, je vais bien la qualifier en tant que vache et pas en tant que mollusque. C'est déjà arrivé. Et dans un autre cas, par exemple en reinforcement learning, où justement l'agent comprend que telle action a tel effet sur sa reward ou tel effet dans son environnement et arrive à s'adapter dynamiquement grâce à ces notions. Je vous remercie beaucoup aux personnes qui sont là dans cette salle d'être venues, d'être montées sur le plateau, et à tous les organisateurs et surtout les intervenants.